Deux officiers dominent un homme noir buriné, vêtu d'une veste militaire en lambeaux. Les gens comme vous n'ont rien à faire ici. Montrez une pièce d'identité où on vous emmène. La scène se fiche dans un petit restaurant géorgien, tandis que la lumière matinale filtre à travers les stores poussiéreux. Un vétéran noir en treillis délavé est assis tranquillement dans un box d'angle, sirotant un café bien frais. Ses insignes militaires, à peine visibles sur sa veste usée, passent inaperçus aux yeux de la plupart des clients. Deux policiers s'approchent d'un pas décidé, immédiatement agressifs, bien qu'ils n'aient causé aucun trouble. Ils exigent une pièce d'identité, parlant assez fort pour que tout le monde les entende. Il est temps de passer à autre chose, annonce l'un d'eux, malgré son repas à moitié entamé. Le gérant du restaurant apparaît, prenant le parti des policiers au lieu de défendre son client. On n'a pas besoin de vous pour semer le trouble ici. Le vétéran reste digne, les yeux baissés, la mâchoire serrée par une humiliation maîtrisée. Personne dans le restaurant ne sait qui est vraiment cet homme, ni ce qu'un simple coup de fil peut déclencher. Le major général Matthias Johnson entre au Sunrise Diner d'Oakwood, en Géorgie. D'un pas mesuré qui trahit son passé militaire, le soleil matinal illumine les particules de poussière flottant dans l'air tandis qu'il examine la pièce avec une efficacité éprouvée. Aujourd'hui, il ne ressemble en rien au conseiller du Pentagone représenté dans les publications militaires. Son déguisement est simple mais efficace, une veste patinée avec de subtils patchs militaires, un jean usé légèrement effiloché au poignet et un sac à dos en toile qui a connu des jours meilleurs. Voici sa routine en voyage, s'habiller simplement pour observer comment les communautés traitent leurs citoyens les plus vulnérables. Un test décisif pour les valeurs américaines, au-delà des tribunes et des conférences de presse. Kevin Walsh, le gérant du restaurant, se raidit derrière le comptoir. Ses yeux se rétrécissent tandis qu'il suit Matthias depuis l'entrée jusqu'à un box vide près de la fenêtre. Il se penche vers une jeune serveuse aux cheveux blonds sable et chuchote juste assez fort pour qu'elle l'entende. Surveille-le, Ellie. Il cherche probablement un repas gratuit ou des ennuis. Le sourire d'Ellie s'estompe. Elle remet une mèche de cheveux derrière son oreille, la gêne se lisant dans ses épaules crispées. Ce n'est qu'un client, Kevin. Matthias remarque l'échange, mais ne laisse rien paraître. Il est assis dos au mur, une vieille habitude des déploiements à l'étranger. Plusieurs habitués le regardent avec suspicion, les conversations retombant à voix basse. Seul un couple âgé, les Henderson, le salue d'un hochement de tête respectueux. Le regard de Monsieur Henderson s'attarde sur les plaques de service défraîchies. Ellie s'approche avec une courtoisie professionnelle, même si la tension transparaît dans sa posture. Un café pour commencer? Oui, s'il vous plaît. Et le petit déjeuner spécial. La voix de Matthias est douce, mais porte la cadence inimitable du commandement, même si elle est modérée. Alors qu'Ellie se retire pour passer commande, la porte d'entrée du restaurant s'ouvre brusquement. Deux policiers entrent, l'agent Daniels, grand, les cheveux coupés courts, et le sergent Reynolds, plus trapu, le visage toujours renfrogné. Ils scrutent la salle d'un regard expert avant de s'installer au comptoir. Kevin établit immédiatement un contact visuel avec l'agent Daniels, inclinant subtilement la tête vers la cabine de Matthias. Le geste est rapide mais sans équivoque, un signal entre hommes habitués à une communication silencieuse. Matthias sirote son eau, observant la dynamique se dérouler dans le reflet de la fenêtre à côté de lui. Son expression reste neutre, même si rien ne lui échappe. Tandis que Matthias sirote son café fraîchement servi, il aperçoit l'agent Daniels dans le miroir, le pointant du doigt et articulant quelques mots à son partenaire. Les agents s'approchent du box de Matthias d'un pas décidément autoritaire. Leur badge poli reflète la lumière matinale tandis qu'ils se positionnent stratégiquement, l'agent Daniels au bord de la table, le sergent Reynolds légèrement en retrait, bloquant ainsi la sortie la plus proche. « Bonjour, monsieur », la voix du sergent Reynolds porte une pointe d'ironie indéniable sous une fausse courtoisie. « Ça vous dérange si on vous demande ce qui vous amène dans notre quartier aujourd'hui ?» Matthias lève les yeux de son café avec un calme mesuré. « Je suis juste de passage, je prends mon petit déjeuner. » Chaque mot est précis, respectueux, mais sans soumission. « On ne vous a jamais vu », intervient l'agent Daniels, la main nonchalamment posée sur sa ceinture, près de son holster. « Depuis combien de temps êtes-vous en ville ?»« Arrivé hier soir. »« J'ai besoin de voir une pièce d'identité. » Reynolds tend la main, paume vers le haut, impatient. Matthias fouille lentement dans sa poche et en sort une pièce d'identité usée. « Puis-je vous demander pourquoi je suis ciblé ? Personne d'autre ici n'est contrôlé. » La question reste en suspens.
L'agent Daniels prend la pièce d'identité et l'examine avec un regard exagéré. C'est une simple formalité, monsieur. Pour assurer la sécurité de notre communauté. L'accent mis sur « notre » est éloquent. Plusieurs clients observent l'interaction avec un air gêné. Une jeune femme assise dans le coin de la cabine lève discrètement son téléphone et enregistre. Vous savez, poursuit Daniels tandis que Reynolds appelle le service de contrôle d'identité, on nous signale des perturbations dans ce secteur. Je suis assis tranquillement à prendre un café, observe Mathias d'une voix calme. Parfois, la simple présence peut perturber certains établissements. Le sourire de Daniels ne parvient pas à atteindre ses yeux. Reynolds revient, la déception visible dans sa posture lorsqu'il rend sa carte d'identité. Tout est en ordre pour l'instant. Ellie s'approche avec l'assiette de Mathias. C'est un client qui paie et qui prend son petit déjeuner, dit-elle doucement. On s'en occupe, mademoiselle, lui répond Reynolds d'un regard sec. On vous laisse finir votre repas, dit Daniels, mais n'oubliez pas que nous respectons certaines règles de vie à Oakwood. Mathias accepte son assiette des mains d'Ellie avec un signe de tête de remerciement. Son expression reste impassible, mais il suit du regard les mouvements de chaque agent, notant ceux qui semblent mal à l'aise et ceux qui hochent la tête en signe d'approbation. Alors que les agents s'éloignent enfin, Mathias remarque que le gérant murmure avec urgence dans son téléphone tout en le fixant du regard. Mathias coupe ses œufs, gardant son sang-froid malgré les regards persistants des tables environnantes. La nourriture perd de son attrait sous le poids de l'examen, mais il mange méthodiquement, la dignité intacte dans chaque geste délibéré. Kevin surgit de derrière le comptoir, flanqué des deux agents qui semblent avoir fait demi-tour. Leur approche synchronisée attire l'attention de tous les coins du restaurant. Le trio s'arrête à la table de Mathias, formant un mur d'autorité. « Monsieur », commence Kevin, la voix aiguë à travers la salle, « nous avons reçu plusieurs plaintes concernant votre présence aujourd'hui. » Mathias jette un coup d'œil circulaire. Personne ne le regarde. « C'est intéressant », répond-il d'un ton neutre. « Puisque je suis assis tranquillement à manger mon repas. » Mesure préventive, intervient l'agent Daniels. Mieux vaut prévenir que guérir. Kevin lève légèrement le menton. Je vais vous demander de régler votre addition immédiatement. On a eu des problèmes avec des repas rapides récemment. Le sous-entendu flotte dans l'air tandis que Mathias prend son portefeuille. Il sort plusieurs billets et les pose sur la table. Ça devrait suffire. Kevin fait mine d'inspecter chaque billet, les tenant à la lumière, juste pour s'en assurer. Sa suspicion performative suscite des hochements de tête approbateurs chez certains clients, tandis que d'autres se montrent gênés. Tant qu'on y est, ajoute le sergent Reynolds, nous aimerions vérifier votre sac à dos. C'est une mesure de sécurité de routine. Des vols ont été signalés dans le secteur. Mathias remarque que les signalements et les plaintes se multiplient sans source précise. Pour quelle raison, demande-t-il doucement. La sécurité publique, répond Daniels, la main à nouveau glissée vers son étui. Deux tables plus loin, un jeune couple se lève brusquement, laissant derrière lui un repas à moitié terminé. Leur malaise est palpable. D'autres commencent à le suivre, l'atmosphère devenant de plus en plus tendue. C'est un écusson militaire sur sa veste, dit M. Henderson, tranchant la tension tandis qu'il se lève de sa cabine, s'appuyant sur sa canne. Montrez-lui un peu de respect. Il a servi ce pays. On fait juste notre travail, monsieur, répond l'agent Daniels sans se retourner. Veuillez ne pas vous mêler des affaires de la police. Ellie s'approche avec une cafetière, hésitante au bord de la confrontation. Kevin lui aboie dessus sans quitter Mathias des yeux. Débarrasse-le immédiatement. Il mange encore, Kevin, proteste-t-elle doucement. Fais-le maintenant ou trouve-toi un autre travail. La voix de Kevin se réduit à un murmure menaçant. Tandis qu'Ellie tend à contre-cœur son assiette, Mathias pose sa serviette sur la table. Tout va bien, lui dit-il. Son expression ne trahit rien, mais un muscle de sa mâchoire se contracte. Sa respiration reste mesurée, contrôlée la discipline d'un soldat face au feu ennemi. La voix de Kevin s'élève à nouveau pour les clients restants. Vous avez 15 minutes pour terminer et partir, sinon ces agents vous escorteront pour flânerie. Il pointe du doigt l'horloge du restaurant. 15 minutes. Pendant toute l'humiliation, Mathias reste étrangement immobile. Seuls ses yeux révèlent le calcul qui se joue derrière eux, perçant, observateur et de plus en plus déterminé. Il observe chaque visage, chaque réaction, chaque personne qui se détourne avec gêne,
tandis que d'autres hochent la tête en signe d'approbation. Lorsqu'il prend enfin la parole, sa voix est basse, mais elle est si lourde qu'elle réduit momentanément la salle au silence. 15 minutes, c'est tout. Elle secoua la tête, laissant son regard dériver vers l'extérieur. Je ne voulais pas qu'il le découvre comme ça. Vin lui lança un regard noir. Et qu'est-ce qui aurait été préférable? Laisser un voyou comme ça te dominer? Maya soupira en se renversant dans son siège. Je n'aurais pas permis sa domination. J'attendais, c'est tout. Vin haussa un sourcil. Pourquoi faire? Elle haussa les épaules. Pour le moment opportun. Vin resta silencieux un instant avant de ricaner doucement. Tu me fais penser à moi à ton âge. Maya se tourna vers lui, un sourire narquois se dessinant sur ses lèvres. C'est effrayant. Cette fois, Vin rit à gorge déployée et secoua la tête. Petit malin. Ils voyagèrent dans un silence confortable, la tension initiale se dissipant à mesure que leur échange familier s'installait. Mais Maya comprenait que la simple attente ne résolvait pas le problème. Bryce Carter ne se laisserait pas faire, surtout si la peur l'avait poussé. La peur se transformait souvent en colère. Arrivée à leur entrée où une élégante maison moderne nichée dans un quartier calme de Houston, Maya déboucla sa ceinture, mais ne sortit pas immédiatement. Vin le remarqua. Quelque chose d'autre vous tracasse. Maya hésita, puis expira lentement. Il n'en a pas fini avec moi. Vin l'observa attentivement. Non, dit-il finalement d'une voix ferme. Mais tu n'en as pas fini avec lui non plus. Maya soutint son regard fixe. Tu crois que je devrais riposter? Vin se pencha en arrière, le bras posé sur le volant. Je pense qu'il faut se préparer, parce que les gars comme lui détestent perdre. Maya pinça les lèvres, pensive. Puis elle hocha la tête. Oui, je comprends. Le lendemain matin à l'école, Maya s'attendait à des murmures, mais pas à leur intensité. Elle traversa les couloirs, sentant des centaines de regards se tourner vers elle, des murmures se propageant comme une traînée de poudre. Certains visages exprimaient de la curiosité, d'autres de l'amusement, et certains, comme les amis de Bryce, affichaient une colère manifeste. Elle les aperçut près des casiers, un groupe serré d'athlètes et de durs à cuire en herbe, tous la fusillant du regard. Bryce se tenait au centre, appuyé contre les casiers métalliques, les bras croisés. En la voyant, il ne sourit pas, il la fixa simplement. Maya ne broncha pas. Elle soutint son regard une demi-seconde de plus que nécessaire avant de se tourner vers sa classe. Elle entendait leurs murmures derrière elle, mais elle s'en fichait. Si Bryce voulait jouer à des parties prolongées, elle pouvait jouer aussi. À l'heure du déjeuner, la situation s'était intensifiée. Alors qu'elle portait son plateau vers une table vide, l'un des disciples de Bryce, Ryan, un linebacker trapu, plus musclé que intelligent, entendit accidentellement le pied. Maya trébucha, mais se rattrapa avant de tomber, son plateau tremblant légèrement. Plusieurs élèves se retournèrent, leurs regards se portant tour à tour sur elle et sur les sportifs rieurs qui trouvaient cela hilarant. Maya se redressa, fixant son plateau sans réagir, ce qui sembla les irriter davantage. Quoi? Ryan sourit. Pas de réponse, princesse. Maya expira brusquement, retenant à peine un sourire narquois. Je ne savais tout simplement pas que les Néandertaliens existaient encore. Les étudiants environnants haltèrent collectivement, et le sourire de Ryan s'effaça. Bryce, qui avait observé, inclina légèrement la tête, comme s'il préparait son prochain mouvement. Maya n'attendit pas leur complot. Elle passa devant eux, s'assit à sa table et commença à manger comme si de rien n'était. Mais elle savait que Bryce n'abandonnerait pas. À la sonnerie finale, elle était déjà préparée à ce qui allait arriver. Lorsqu'elle trouva son casier complètement détruit aux livres éparpillés, feutre griffonné sur le métal où elle ne fut pas surprise. Elle soupira, s'appuyant contre le casier adjacent. Les élèves à proximité observaient en silence, aucun n'étant assez courageux pour intervenir, tous suffisamment investis pour voir comment elle réagirait. Maya se pencha, ramassant ses livres un par un et les empilant soigneusement. Ses mains ne tremblaient pas. Son expression restait ferme. Elle sentait Bryce l'observer de l'autre côté du couloir, attendant, alors elle ne lui donna rien. Elle se leva, ferma son casier et s'éloigna sans un mot. Ce qui, plus que tout, sembla le déstabiliser. Ce soir-là, à la maison, Maya était assise à la table de la cuisine, tapotant du doigt le plan de travail. Vin, appuyé contre le comptoir, les bras croisés,
l'observait attentivement. Ils ont détruit mon casier aujourd'hui, dit-elle finalement. Vin haussa un sourcil. C'est leur meilleure stratégie. Pour l'instant, sourit Maya. Vin hocha lentement la tête. Alors, quel est le tien? Maya resta silencieuse un instant, puis sourit. Je vais le laisser provoquer sa propre chute. Vin sourit. C'est ma nana. Maya se laissa aller dans son fauteuil, sentant le frisson familier du contrôle s'installer en elle. Car Bryce Carter pensait diriger le jeu, mais Maya ne faisait que commencer. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Elle avait déjà vu le genre de Bryce, des bavards, égocentriques, toujours à la recherche d'un public pour justifier leur cruauté. Ils se nourrissaient des réactions qu'ils suscitaient, de la peur qu'ils inspiraient, du pouvoir qu'ils croyaient détenir. Mais en vérité, les types comme Bryce n'étaient pas aussi invincibles qu'ils le prétendaient. Ils faisaient des erreurs. Et Maya? Elle était patiente. Elle le laissait continuer à semer la discorde jusqu'à ce que toute fuite soit impossible. Le lendemain matin, elle entra au lycée Clearview comme si de rien n'était. Les murmures persistaient, mais ils avaient changé. Hier, on chuchotait à propos de la fille avec Vin Diesel qui conduisait une muscle car. Aujourd'hui, on chuchotait à propos de Bryce qui avait détruit son casier. L'école était divisée. Certains trouvaient cela hilarant, d'autres trouvaient que Bryce se mettait dans l'embarras. Maya sentit le changement. Dès que l'on commence à remettre en question l'autorité du roi, son règne s'affaiblit. Bryce se tenait près des casiers, entouré de son groupe de sportifs, riant d'une blague cruelle. Mais lorsque Maya passa, la conversation s'interrompit. Les yeux de Bryce se posèrent sur elle, attendant une réaction à un signe qu'elle était gênée. Mais elle ne laissa rien paraître. Elle passa devant lui sans hésiter. Ce seul fait durcit son expression. À l'heure du déjeuner, la tension montait. Bryce n'avait pas l'habitude d'être ignoré. Il aimait le contrôle, et Maya ne respectait pas ses règles. Il avait besoin de quelque chose de plus grand, de public. Elle ne fut donc pas surprise en entrant dans la cafétéria et en le voyant à sa table habituelle. Un sourire narquois éclaira son visage tandis qu'il criait d'une voix forte, « Dis donc, Maya, tu es toujours énervée à cause de ton petit casier. » La cafétéria s'est légèrement calmée, les étudiants se regardant entre eux. Maya ne broncha pas. Elle prit son plateau et passa devant lui pour rejoindre sa place habituelle. Mais Bryce n'en avait pas fini. « J'imagine que tu n'y arrives pas, hein? Ton grand méchant papa devrait peut-être venir combattre à ta place. » Cela a attiré l'attention, quelques rires, quelques regards inquiets. Maya le regarda enfin. « C'est drôle, dit-elle calmement. Tu n'arrêtes pas de parler de mon père comme si tu n'étais pas celui qui a failli se mouiller en le voyant. » La cafétéria se tut. Le visage de Bryce s'assombrit. Ses amis s'agitèrent, maladroits, hésitant entre rire et faire semblant de ne pas avoir entendu. Maya prit une bouchée lente de son repas, sans quitter Bryce des yeux. Elle voulait qu'il s'habitue à ce sentiment, cette gêne, cette vulnérabilité parce que les types comme lui ne savaient pas comment gérer la moquerie. Bryce serra les mâchoires, forçant un rire tendu et crispé. « Tu te prends pour un dur, hein, dit-il en se promenant comme s'il était chez lui, juste parce qu'un père riche et célèbre vient te chercher en voiture de luxe. » Sa voix était suffisamment forte pour que tout le monde l'entende. « Quoi? Tu te crois meilleur que nous? » Maya pencha légèrement la tête. « Non, dit-elle simplement. Je n'ai rien à prouver. » Et c'était là toute la différence. Bryce a passé sa vie à prouver qu'il était le plus résistant, le plus fort, le plus intouchable. Maya n'avait rien à prouver, car elle savait qui elle était. Et c'était cela qui le rendait furieux. C'est là qu'elle l'a compris, au moment même où Bryce a pris sa décision. Ses muscles se sont tendus, sa main s'est refermée en poing avant qu'il ne se force à se détendre. Il n'avait pas fini. Il allait tenter quelque chose de pire. Et Maya était prête. Après l'école, elle marcha lentement vers le parking, sachant que Bryce l'attendrait. Effectivement, il était là, adossé à sa voiture, les bras croisés, l'air indéchiffrable. Ses amis n'étaient pas avec lui. C'était entre eux désormais. Maya s'arrêta à quelques pas, haussant un sourcil. « Laisse-moi deviner, encore un brillant discours sur le fait que je n'ai rien à faire ici. » Bryce expira brusquement par le nez. « Non, dit-il. Je veux juste savoir une chose. » Maya croisa les bras. « Et c'est quoi ça ?» Bryce l'étudia pendant un long moment,
puis dit « Pourquoi ne ripostes-tu pas ?» Cette fois, sa voix n'était pas moqueuse. Elle n'était ni arrogante ni cruelle. C'était autre chose, une véritable curiosité. Maya réfléchit une seconde à la question, puis haussa les épaules. « Parce que je n'en ai pas besoin. » Bryce ricana en secouant la tête. « Ce n'est pas comme ça que ça marche, Williams. Les gens comme moi, on pousse. Et les gens comme toi, soit on repousse, soit on se fait écraser. » Maya s'approcha, baissant la voix. « Ou peut-être que les gens comme moi attendent. On laisse les gens comme toi continuer à se battre, à faire des erreurs, à prouver à tout le monde ta faiblesse. Et quand tu te retrouves au milieu du désastre que tu as créé, on n'a rien à faire. Tu t'es déjà détruit. » Bryce la fixa du regard. Et pour la première fois, Maya vit quelque chose vaciller dans son expression. Le doute. Mais il se déroba rapidement, esquissant un sourire narquois. « Tu crois m'avoir cerné, dit-il. Tu ne sais absolument rien de moi. » Maya l'observa attentivement. « Peut-être pas, répondit-elle, mais je sais que tu as peur. » Le corps entier de Bryce devint rigide. « Je n'ai pas peur de toi, sourit Maya, même si son regard était dénué de chaleur. Pas de moi, précisa-t-elle, mais de ne plus avoir d'importance, de perdre. De te réveiller un jour et de réaliser que personne ne se soucie de toi, sauf si tu rabaisses quelqu'un. C'est ça qui te fait vraiment peur, Bryce. » Il serra les mâchoires, les narines légèrement dilatées. Maya voyait la guerre faire rage dans sa tête, le besoin désespéré de se déchaîner, de reprendre le contrôle, mais il ne pouvait rien dire, rien faire, car au fond, il savait qu'elle avait raison. Maya secoua la tête. « Je n'ai pas besoin de me battre avec toi, Bryce. Tu te bats déjà contre toi-même. » Elle se retourna et s'éloigna. Pour la première fois depuis leur rencontre, Bryce n'avait aucune réplique. Cette nuit-là, Maya était assise à la table de la cuisine, faisant tournoyer la glace dans sa boisson, tandis que Vin Diesel s'appuyait contre le comptoir et la regardait. « Il s'est passé quelque chose aujourd'hui, dit-elle doucement. Finalement, Vin haussa un sourcil. « Avec Bryce ?» Maya hocha la tête. « Je crois que je suis entré dans sa tête. » Vin sourit. « Bien. » Maya expira profondément. « Mais ça ne veut pas dire qu'il a fini. » Vin l'observa un instant, puis s'approcha et s'assit en face d'elle. « Tu veux qu'il finisse ?» Maya fronça les sourcils. « Que veux-tu dire ?» Vin se pencha légèrement en avant. « Tu pourrais arrêter tout de suite. Le dénoncer. L'embarrasser devant toute l'école. Tu as plus de pouvoir que tu ne le penses, gamin. » Maya resta silencieuse un long moment. Puis elle secoua fermement la tête. « Non. Je veux qu'il mette fin à tout ça lui-même. » Vin sourit. « Intelligent. » Maya se pencha en arrière, étirant les bras au-dessus de sa tête. « Oui, mais il va falloir être patient. » Vin gloussa. « Heureusement que tu en as plein. » Maya sourit. « Oui, c'est vrai. » Elle savait que ce n'était qu'une question de temps avant que Bryce Carter ne se détruise. Maya voyait bien que le jeu touchait à sa fin. Bryce avait insisté, attendant qu'elle craque, mais c'était lui qui s'effondrait. Elle le voyait dans la façon dont ses yeux se lançaient nerveusement chaque fois qu'elle entrait dans une pièce, dans la façon dont il semblait plus tendu chaque fois que quelqu'un mentionnait son nom, dans la façon dont ses amis ne riaient plus facilement à ses blagues. Il avait toujours eu le contrôle, le pouvoir. Mais maintenant, il s'accrochait à n'importe quoi, essayant désespérément de s'accrocher à quelque chose qui lui filait déjà entre les doigts. Le coup de grâce est tombé 2 jours plus tard. L'école en avait déjà parlé avant même l'arrivée de Maya ce matin-là. Elle franchit la porte d'entrée et perçut immédiatement les voix étouffées, les rires étouffés, la façon dont les gens se rassemblaient, chuchotant et jetant des coups d'œil vers les casiers. Quelque chose s'était produit, et elle avait le sentiment de savoir déjà ce que c'était. Elle se dirigea vers la foule rassemblée près du casier de Bryce. Les élèves la fixaient du regard, certains prenaient des photos avec leur téléphone, d'autres murmuraient, incrédules. Sur toute la porte métallique se trouvait une collection de captures d'écran imprimées, de messages, de commentaires et de conversations directes. Chaque propos cruel, ignoble et dégradant que Bryce avait tenu dans le dos des autres était révélé. Certains visaient des élèves dont ils prétendaient être l'ami, pour ensuite se moquer en privé. D'autres étaient pires, des remarques racistes et sexistes sur ses professeurs et ses camarades, des propos qui ne pouvaient être pris pour des plaisanteries.
Mais le pire, c'est que l'horodatage de ces messages indiquait qu'ils ne dataient pas de plusieurs années, mais qu'ils étaient récents. Bryce se fraya un chemin à travers la foule, le visage pâle, les yeux écarquillés tandis qu'il observait la scène. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Sa voix était sèche, ses mains tremblaient tandis qu'il arrachait les papiers du casier. Mais il était trop tard. Le mal était fait. Maya ne dit pas un mot. Elle s'appuya simplement contre le casier d'en face, les bras croisés, regardant la réputation de Bryce s'effondrer sous ses yeux. Elle regarda les mêmes personnes qui riaient autrefois de ses blagues le regarder maintenant avec dégoût, tandis que ses amis s'éloignaient lentement, prenant leur distance, ne voulant pas le suivre. Bryce se retourna, les yeux rivés sur les siens. Pas de sourire suffisant cette fois, pas d'arrogance, pas de fausse bravade, juste une rage pure et sans filtre. « C'est toi qui as fait ça, siffla-t-il, la voix basse et tremblante d'une fureur à peine contenue. Maya pencha légèrement la tête. « Vraiment ?» Ses narines se dilatèrent. « Tu te crois si intelligent, hein? Tu crois que ça te rend meilleur que moi ?» Maya avança lentement d'une voix calme mais ferme. « Non, Bryce. Je pense que cela fait de toi exactement qui tu es. La seule différence, c'est que maintenant tout le monde le voit aussi. » Ses poings se serrèrent à ses côtés, tout son corps vibra de colère. Pendant une seconde, elle pensa qu'il allait perdre le contrôle, qu'il allait lui lancer un coup de poing au beau milieu du couloir. Mais il ne le fit pas. Il ne pouvait pas, car s'il le faisait, cela ne ferait que lui donner raison. Au lieu de cela, il a tourné les talons et s'est précipité, bousculant les étudiants sur son passage. Mais Maya savait que peu importe la distance qu'il parcourait, il ne pourrait pas échapper à cela. Son royaume était tombé et il n'y avait aucun moyen de le reconstruire. Cet après-midi-là, alors qu'elle sortait de l'école, Maya trouva Vin Diesel appuyé contre sa chargée, en train d'attendre. Il avait son expression calme habituelle, mais il y avait autre chose dans ses yeux, quelque chose de fier. Elle se glissa sur le siège passager en expirant lentement. Vin ne démarra pas le moteur tout de suite. Il la regarda simplement. « C'est fait, hein ?» Maya hocha la tête. « C'est fait. » Vin l'observa un instant, puis sourit. « Tu n'as même pas eu besoin de lui donner un coup de poing. » Maya sourit, la tête appuyée contre le siège. Ce n'était pas nécessaire. Il rit doucement et tourna enfin la clé de contact. La chargée démarra en grondant tandis qu'il quittait l'école. Et maintenant? Maya y repensa, les dernières semaines, tout ce qui avait mené à ce moment. Elle songea à tout ce qui avait changé, non seulement chez Bryce, mais aussi chez elle-même. Elle se tourna vers Vin, un petit sourire aux lèvres. Maintenant, je peux enfin profiter du lycée. Vin rit en secouant la tête. C'est ma fille. Alors qu'il roulait à toute vitesse sur la route, le poids qui pesait sur la poitrine de Maya depuis si longtemps s'est finalement levé. Elle avait gagné, non pas en étant plus bruyante, plus forte ou plus impitoyable, mais en étant plus intelligente, en étant patiente, en laissant la vérité faire tout le travail à sa place. Et quant à Bryce Carter, il n'était qu'un autre exemple de mise en garde, un rappel que le pouvoir fondé sur la peur ne dure jamais, et que parfois, ce sont les personnes silencieuses qu'il faut craindre le plus. Tyler demeura silencieux, les yeux grands ouverts, oscillant entre son père et l'officier. La poitrine du garçon se soulevait, partagée entre peur et appréhension devant la défense passionnée de son père. À mesure que la dispute montait en intensité, la voix de l'agent subalterne passa de la défense à la supplication. Il se tourna même vers Tyler, le suppliant de ne rien révéler à son père. Mais il était déjà trop tard. La vérité éclatait au grand jour, et le silence de Tyler en disait long. La voix ferme du chef coupa court au tumulte. Il qualifia le comportement du jeune policier d'inexcusable. Sans hésiter, il ordonna son licenciement immédiat, affirmant qu'un individu aussi empreint de préjugés et de cruauté n'avait pas sa place au sein des forces de l'ordre. Mais ce n'était pas tout. Le chef promit que la conduite fautive de cet agent serait dénoncée publiquement, assurant qu'il ne pourrait plus jamais officier dans un service respectable. Il insista sur le fait que ses agissements étaient non seulement contraires aux règles policières, mais constituaient aussi une trahison de l'humanité elle-même. L'officier resta muet, écrasé par la gravité des paroles du chef. Son arrogance avait cédé la place à la peur. Il jeta un regard à Tyler, espérant un pardon. Mais le regard humide du garçon restait baissé. Le chef fit un signe vers la porte, lui intimant de sortir. Quelques instants plus tard,
un autre agent vint le conduire hors du commissariat. Tête basse, il s'éloigna en traînant les pieds. Chaque pas résonnant comme un rappel cruel de sa chute. Une fois la porte refermée, le chef s'agenouilla auprès de Tyler. Son ton se fit doux, chargé de regret, alors qu'il parlait calmement à son fils. Il s'excusa pour ce qui venait de se passer. Sa voix mêlant tristesse et résolution. Il lui assura que personne ne devrait jamais traverser ce qu'il avait subi. Promettant que justice serait rendue. Ces mots apportèrent un peu de réconfort au garçon. Qui hocha lentement la tête. Son visage baigné de larmes se détendant progressivement. Ses mains, jusque-là crispées sur ses genoux, se relâchèrent. Laissant échapper un souffle tremblant. Pour le chef, voir son fils souffrir ainsi était un rappel brutal. De la tâche colossale qui restait à accomplir. Il s'engagea non seulement à réparer cette injustice, mais aussi à veiller à ce qu'aucun enfant ne subisse pareil traitement à l'avenir. Cette épreuve avait profondément marqué Tyler, gravant des cicatrices dans sa mémoire. Pourtant, en regardant son père, ferme et déterminé, une lueur d'espoir commença à poindre. La justice venait d'être rendue. Et pour la première fois depuis ce cauchemar, le fardeau de l'injustice semblait s'alléger. Le chef resta à ses côtés, s'assurant qu'ils se sentent protégés avant qu'ils ne partent. Alors qu'ils quittaient ensemble le commissariat, le bras protecteur du père posé sur l'épaule de Tyler était la promesse muette qu'il serait toujours là pour lui. Cette histoire est fictive et a pour but de sensibiliser aux problèmes d'injustice et de responsabilité. Nous condamnons fermement le racisme, les préjugés et les abus de pouvoir. Bien que les événements narrés soient imaginaires, ils encouragent la réflexion sur l'équité et le respect au sein de nos communautés.